Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude pilote. En fait, c'est le développement préliminaire d'un outil qui s'appelle une règle de prédiction clinique. Avec ça, on va dépister les patients qui ont une lombalgie, qui est en période non aiguë, qui répondraient favorablement à un programme d'exercice qui s'appelle les exercices de stabilisation lombaire. Alors, je vais vous parler d'arrimage entre le patient et les traitements. On sait que pour les lombalgies chroniques, on obtient un diagnostic spécifique dans moins de 20 des cas. Ça signifie que dans plus de 80 des cas, on n'arrive pas à avoir un traitement spécifique pour le problème spécifique qu'un patient pourrait avoir, vu qu'on a un problème de diagnostic. Alors, toute la recherche sur les lombalgies non spécifiques, en fait, est allé vers la production, le développement de systèmes de classification pour arriver à définir des grandes catégories de patients ou des sous-groupes de patients qui pourraient répondre favorablement à certains types de traitements. Alors, on n'est pas au traitement individuel, mais quand même, on arrive à faire des plus petits sous-groupes pour obtenir des résultats cliniques qui seraient plus favorables. Alors, ces systèmes de classification-là sont basés souvent sur les caractéristiques personnelles et l'historique de blessures des patients, l'examen clinique comme tel, qui sont souvent des variables d'ordre physique, et basé sur des questionnaires aussi, qui mesurent des variables psychologiques dans beaucoup de cas. Alors, il y a certaines évidences scientifiques qui supportent l'efficacité d'une approche de classification comme ça pour arriver à avoir des meilleurs résultats cliniques. En ce qui a trait au programme d'exercice, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites pour comparer différents programmes d'exercice. Programme d'aérobie, stabilisation lombaire, etc. Et généralement, ça se passe toujours de la même façon. C'est qu'on a un groupe hétérogène de patients qu'on divise pour avoir une intervention 1, l'intervention 2 ou l'intervention 3, par exemple, qui sont 3 programmes d'exercice différents. Et on mesure les effets cliniques du traitement. Et souvent, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que quand on compare ces effets cliniques-là, on obtient exactement les mêmes résultats. Il n'y a pas de différence entre les différents programmes d'exercice. Alors qu'on pourrait penser que certains programmes d'exercice pourraient être plus favorables pour certains patients. Et il y a une certaine littérature qui supporte cette idée-là. En fait, on pourrait penser que l'intervention 1 pourrait être bénéfique pour le sous-groupe A, l'intervention 2 pour le sous-groupe B, et ainsi de suite. Alors, ce serait bien de pouvoir être capable de faire cet arrimage-là entre l'intervention et le bon sous-groupe de patients. Il peut se produire aussi qu'on ait des sous-groupes de patients qui ne répondent pas bien du tout à certaines interventions. Là aussi, ce serait intéressant d'identifier des patients qui vivraient un échec de traitement. Alors, c'est ce qu'on veut faire finalement. Alors, comment on fait ça? En physiothérapie, il y a eu l'élaboration, on appelle ça dérivation, de règles de prédiction clinique pour différents traitements. Ici, on a l'exemple de 3 traitements. Les exercices de stabilisation lombaire. Je vais vous parler beaucoup de l'étude de X et collaborateurs aujourd'hui. Il y a les manipulations vertébrales, les tractions vertébrales, par exemple. Alors, l'idée de ces règles de prédiction clinique-là, ici, c'est des règles de prédiction clinique de succès, c'est d'avoir des prédicteurs de succès, justement. Le succès est souvent mesuré avec l'échelle d'incapacité perçue de Oswestry. Alors, lorsque les incapacités perçues diminuent de plus de 50 c'est considéré comme un succès clinique. Alors, après ça, on identifie ces patients-là avec certains prédicteurs et il en ressort, comme dans ces exemples-là, entre 3, 4 et 5 prédicteurs d'habitude pour prédire le succès. Alors, si on n'utilise pas la règle des prédictions cliniques, on aurait ici, dans ce cas-ci, 33 de chances d'avoir un succès clinique, alors qu'en utilisant la règle des prédictions cliniques, ça élèverait le pourcentage de succès. Alors, la plupart du temps, en physiothérapie, pour les traitements en physiothérapie, les prédicteurs sont de nature physique, des tests physiques, la plupart du temps. Mais on voit apparaître aussi constamment dans les règles des prédictions cliniques le Fear Avoidance Beliefs Questionnaire. C'est le questionnaire portant sur les peurs et croyances par rapport à l'activité physique dans ce cas-ci, ou ça pourrait être par rapport au travail. L'inclusion de variables psychologiques semble avoir un effet prédictif additionnel aux variables de nature physique.
Alors, nous, on s'intéresse aux exercices de stabilisation lombaire parce que c'est très, très populaire en physiothérapie, beaucoup, beaucoup utilisé. L'idée, c'est de justement arriver à contrôler ce qu'on appelle le phénomène d'instabilité lombaire, alors qui est illustré ici de cette façon-là. Alors, c'est d'éviter que des vertèbres bougent trop une par rapport à l'autre lorsqu'on fait les activités de tous les jours de travail. Et pour ça, il faut arriver à rééduquer finalement la coordination des muscles du tronc, des muscles abdominaux et des muscles dorsaux, de manière à assurer qu'il n'y a pas trop de mouvements intervertébraux, qu'il y ait de fautes finalement du système nerveux dans la coordination de ces muscles-là. Alors, c'est des exercices qui peuvent se faire à la maison, qui demandent très peu d'équipement. Alors, c'est un gros avantage d'un programme d'exercice comme celui-là. Je reviens à l'arrêt des prédictions cliniques de Hicks et collaborateurs, qui était justement sur l'exercice de stabilisation lombaire. Elle a plusieurs limites. Premièrement, c'était la dérivation préliminaire d'une règle de prédiction clinique. Alors, c'est comme une étude pilote qu'ils ont fait, alors qui comportait 54 patients. En général, on calcule que ça prend à peu près une centaine de patients pour dériver une règle de prédiction clinique. On considérait les patients en période aiguë, alors qu'on sait très bien que les exercices en général, peu importe le programme, c'est efficace de façon modérée, chez un groupe hétérogène de patients évidemment, en période subaiguë ou chronique, c'est-à-dire au-delà de 4 semaines. Plusieurs prédicteurs qui n'ont pas été considérés pour élaborer la règle des prédictions cliniques, ils pourraient potentiellement avoir de meilleure valeur prédictive. Alors, il y a des tests cliniques qui sont associés à l'instabilité lombaire qui n'ont pas été considérés, et des variables psychologiques aussi associées à la douleur qui pourraient être ajoutées, considérées, et aussi des variables associées à l'adhésion au traitement, parce qu'on sait que si la personne adhère au traitement et augmente son exposition au traitement, aurait potentiellement plus de chances de répondre au traitement. Alors, si on pouvait prédire ça, ça serait intéressant aussi. Et puis, Hicks a suivi une certaine école de pensée sur l'exercice de stabilisation lombaire, qui est l'école de pensée de Stuart McGill, alors qu'il y en a une autre école de pensée qui est australienne. Mais on sait très bien que c'est une approche hybride qui est utilisée en général, autant au Québec que partout dans le monde. Alors, c'est ce qu'on veut faire. Il faut savoir aussi que le développement d'une règle de prédiction clinique requiert 3 phases de développement. La dérivation comme telle, la validation par la suite, pour terminer avec une analyse d'impact. Alors ici, on est à l'étape de dérivation et il n'y a jamais eu de validation par la suite. Alors, le développement est vraiment incomplet. Alors, c'est une étude de faisabilité, une étude pilote pour voir si on a des tendances assez importantes pour pouvoir poursuivre par la suite. Alors, on veut répondre à 3 questions. Premièrement, qui répond le mieux à ce programme spécifique d'exercice-là et qui ne répond pas du tout aussi. Alors, l'objectif 1, c'est vraiment la dérivation de la règle de prédiction clinique. Ensuite, pourquoi ce programme d'exercice fonctionne chez ces patients-là ou ne fonctionne pas? Alors, ça prend l'étude des mécanismes sous-jacents pour arriver à répondre à ça. Ça, on a fait ça, entre autres, avec des mesures faites en laboratoire, des mesures neuromusculaires. Et justement, par rapport à ça, on s'est posé la question, comme troisième objectif, justement, si ces mesures en laboratoire-là avaient une bonne fidélité test-retest. Aujourd'hui, je ne peux pas vous présenter tous ces résultats-là. Je vais m'en tenir à l'objectif 1. Je vais vous présenter les règles de prédiction clinique. Alors, la méthodologie. Tout simplement, on avait un programme d'exercice fait pendant 8 semaines. On avait une évaluation initiale, que je vais appeler T0, et une évaluation finale après 8 semaines, que je vais appeler T8, qui consistait à avoir un examen clinique, une évaluation psychologique faite avec des questionnaires, et les tests neuromusculaires faits en laboratoire, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, parce que ça a rapport à l'objectif 2. Les principaux critères d'inclusion et exclusion étaient les suivants. Alors, on voulait recruter 60 patients via les annonces dans les journaux et dans les cliniques de physiothérapie. Des gens qui ont une douleur lombo-sacrée avec ou sans douleur distale sous les genoux et qui ont une douleur quotidienne ou presque quotidienne de plus de 4 semaines, alors qui sont sortis de la période aiguë. Et aussi, très important, d'avoir un score d'incapacité supérieur à 12 % selon l'échelle Oswestry. Alors, on veut s'assurer, donner la chance aux patients de pouvoir avoir un changement cliniquement important qui est de 10 points. Alors, il faut qu'ils soient au-dessus de ça, évidemment, pour pouvoir les permettre d'avoir ce changement-là. Les critères d'exclusion, c'est les pathologies lombaires spécifiques, la présence de signes neurologiques
et d'avoir fait un programme d'exercice dans la dernière année. Bon, c'est les principaux critères. Alors, le programme d'exercice, on voulait surtout aucune co-intervention, à l'exception de la médication qui était prise. La première séance, en fait, on donnait de l'information aux patients, notamment sur le rationnel du programme d'exercice pour les convaincre de le faire, surtout à la maison. Et on standardisait aussi l'information qui était donnée avec le feuillet Backbook, là, qui est bien connu, le Tourner le dos à la lombalgie, qui donne l'information sur écoutez, c'est pas si grave que ça, une lombalgie, vous pouvez faire de l'activité physique, donner des messages comme ça, là. Alors, on standardisait ça avec ce feuillet-là. Le programme d'exercice, on utilisait l'approche hybride, comme je vous ai dit tantôt. Ça requiert environ 30 minutes par séance. Alors, après la première séance, c'était des séances de 30 minutes, à 2 fois par semaine pendant 8 semaines. Et il y avait un programme d'exercice à la maison aussi qui était fait en dehors du programme en clinique. Alors, quels sont les prédicteurs potentiels qu'on a considérés qui pourraient être candidats aux règles de prédiction clinique? L'âge, le sexe, le poids, la taille, paramètres par rapport à l'intensité de la douleur. L'examen physique était exhaustif, comprenait 36 tests, évidemment avec des signes d'instabilité lombaire, les mouvements aberrants qu'on pourrait voir lors du mouvement, les déficiences du contrôle du mouvement, évaluées de différentes façons, la courbure lombaire, l'étendue de mouvement au niveau lombaire dans différents plans, des tests musculaires et des tests de performance physique. On considère aussi des variables psychologiques. Peut-être les premiers cas ici, ce n'est pas psychologique, mais la crédibilité perçue du patient, les attentes d'efficacité du traitement, les peurs et croyances par rapport à l'activité physique, comme je vous ai dit tantôt, et la dramatisation de la douleur, la détresse psychologique, perception de la maladie. Certaines variables en rapport avec l'adhésion aux exercices, plus spécifiques à ça, comme le sentiment d'efficacité personnelle pour exécuter les exercices ou les barrières à la pratique de l'activité physique, par exemple. Alors, on devait identifier des sous-groupes de patients, de succès et d'échecs. Et pour ça, on a utilisé 2 seuils, en fait. On faisait la différence dans l'échelle Oswestry entre le temps 0 et le temps à 8 semaines. Alors, cette différence-là, lorsqu'elle était plus de 10 points, on considérait ça comme un changement cliniquement important. Le deuxième indicateur, c'est qu'on prenait cette différence-là, on la représentait en pourcentage, tout simplement. Alors, lorsque une amélioration de 50 % et plus était observée, c'était aussi considéré comme un succès. Alors, on combinait ces 2 seuils-là pour constituer les sous-groupes de succès, amélioration cliniquement significative et d'échec. Alors, ça, avec un succès, c'était un changement, justement, du deuxième indicateur, là, de plus de 50 %. Lorsqu'on ne voyait pas de changement de plus de 50 %, mais un changement clinique de plus de 10 points, comme le premier seuil ici, alors on considérait ça comme une amélioration cliniquement significative. Et lorsque les patients ne répondaient à aucun de ces critères-là, ils étaient en échec de traitement. Alors, c'est simple, on a un programme d'exercice, on a nos 3 sous-groupes de patients, et avec les statistiques, qu'est-ce qu'on fait? On élimine le groupe d'amélioration cliniquement significative pour pouvoir retenir les 2 groupes les plus séparés possibles, pour pouvoir bâtir les règles de prédiction clinique. Alors, c'est la stratégie qui a été utilisée. X avait fait la même stratégie. Alors, on avait recruté 64 patients, dont 16 ont abandonné ou ont été rejetés, pour, à la fin, obtenir 48 patients, dont 23 hommes et 25 femmes, qui est équivalent au niveau de l'âge, des incapacités perçues, de la douleur, et aussi équivalent sur ces différentes variables psychologiques comme le Pain Catastrophizing Scale, c'est la dramatisation de la douleur, l'indice de détresse psychologique, etc. La durée de la douleur, qui était évaluée en strates de temps, là, comme vous voyez ici, vous voyez la distribution des patients. En fait, 96 % de notre échantillon était en phase chronique. Bon, l'effet du programme d'exercice était assez important. On voit les effets pour l'oswestry et la douleur, l'intensité de la douleur. Alors, on a des tailles d'effet, des D de Cohen, qui sont supérieures à 0,80, qui est considéré comme un effet fort. Évidemment, pour chaque sous-groupe de patients, ces effets-là vont être, évidemment, pour le groupe à succès, on a des D de Cohen qui sont encore supérieurs à ça, qui sont très, très forts, et évidemment, moins bons pour le groupe d'échecs. Bon.
Lorsqu'on compare justement le score à l'osivestrie pour l'étude de X et notre étude, on voit à peu près le même patron. En fait, pour le groupe à succès, on voit une amélioration entre T0 et T8 et à peu près la même chose pour notre étude. Alors, on voit ça pour les 3 sous-groupes de patients, à peu près les mêmes distributions, malgré le fait que le groupe de X comportait plusieurs patients en période aiguë. Alors, la durée des symptômes en moyenne était de 41 jours. Et nous, on est 96 à faire des symptômes au-delà de 90 jours. Alors, parlons des règles de prédiction clinique de succès d'abord. Alors, on a utilisé un modèle de régression logistique pour pouvoir identifier 2 variables qui ont prédit le succès des patients. Les 2 variables étaient des tests physiques. Alors, le premier, en anglais, c'est le test Loaded Reach. C'est un test de performance physique, finalement, là, qui consiste à placer la personne du côté d'un mur avec un ruban mesuré, dont l'origine est à l'épaule, et la personne tient le sac, un sac de variant entre 3 et 5 kg, et éloigne le sac le plus loin possible. Okay? S'il y a trop de douleur et incapable, il s'arrête là. Et puis là, on prend la mesure sur le mur, et on divise cette mesure-là par la longueur du bras pour pouvoir normaliser, comparer les sujets. Lorsque la distance dépassait 70 de la distance du bras, c'était associé à un succès du traitement. Le deuxième test est un test d'abduction et rotation latérale en mode passif. Alors, c'est vraiment le thérapeute qui faisait l'action et non pas le sujet, lui, de façon active. Alors, c'est une rotation de la hanche. Alors, lorsque cette rotation-là créait des symptômes, en fait, lorsque les tests étaient positifs, ça prédisait le succès. Alors, on arrivait avec le modèle à expliquer 39 de la variance. C'est un modèle logistique, là. Les statistiques un peu plus précises pour cette règle de prédiction-là. Il faut savoir qu'une règle de prédiction de succès doit maximiser, en anglais on dit le likelihood ratio positif, là, le rapport de vraisemblance positif, on doit le maximiser. On a un rapport de vraisemblance inférieur à celui de X. Par contre, la sensibilité de notre règle est plus élevée. Alors, ça veut dire que presque tous les patients qui pourraient bénéficier de ce traitement-là pourraient en profiter, finalement, elle serait identifiée. On a une pauvre précisité par rapport à X. Ça, ce n'est pas si dramatique que ça, parce que même si on prescrit un programme d'exercice comme celui-là à quelqu'un qui aurait un échec de traitement, mais ça ne va quand même pas être dommageable de faire les exercices. On ne va pas empirer son cas. La personne ne va juste pas avoir, au moins avoir d'effet, finalement. Évidemment, on aimerait avoir des résultats meilleurs que ça en poursuivant l'étude. Là, c'est une étude pilote, comme je vous ai dit. Alors, on vise des résultats un peu mieux que ça. Parlons de la règle de prédiction clinique d'échec du traitement. Alors, c'est aussi important de prédire si la personne va être en échec pour pouvoir lui offrir un autre traitement que ça. Le modèle comprenait 3 variables. Une courbure lombaire d'au-delà de 29 degrés. C'est mesuré avec 2 inclinomètres, comme vous voyez ici. Le sexe masculin, alors les hommes seraient plus en échec de traitement avec ce type de programme d'exercice-là. Et le Pain Catastrophizing Scale, la dramatisation de la douleur, au-delà de 28 sur 52 points. Alors, on explique 62 de la variance avec le modèle. Lorsqu'on compare les 2 études pour les différentes statistiques ici, c'est très, très comparable. La statistique la plus importante, justement, pour une règle de prédiction d'échec, c'est de minimiser le rapport de vraisemblance négatif. C'est ça le but. Vous voyez, on obtient exactement les mêmes résultats de X et ce sont de très bons résultats, là. Alors, pour conclure, on a des règles de prédiction clinique de succès et d'échec. Les résultats statistiques sont probants, assez pour poursuivre l'étude. Alors, c'est une étude pilote, je vous rappelle. On a des prédicteurs aussi qui se mesurent facilement, qui ont une bonne fidélité test-retest. Je ne vous en ai pas parlé, là, mais ces prédicteurs-là sont faciles à mesurer. Mais par contre, il y a certains prédicteurs, des fois, que c'est dur de faire relation avec le concept de stabilité lombaire. Puis là, on va faire une étude, en fait, pour vérifier cette relation-là entre ces prédicteurs-là et la stabilité. Alors, on considère que le recrutement de patients additionnels est justifié. On veut recruter 50 autres patients pour pouvoir resserrer les intervalles de confiance, confirmer ou modifier les prédicteurs que je vous ai présentés, et ça compléterait la phase de dérivation de la règle des prédictions cliniques. Alors, je rappelle que là,
avec justement la deuxième partie qu'on veut faire, on finirait la dérivation de la règle des prédictions. Alors, il resterait l'étape de validation et de l'analyse d'impact. Alors, à ce moment-ci, avec l'étude pilote, là, il ne faut absolument pas utiliser cette règle-là. Là, ce n'est pas prêt du tout. Et même après l'étape de dérivation, même si dans la littérature, certains utilisent ces règles de prédiction clinique-là, ce n'est pas recommandé. Il faut vraiment au moins attendre l'étape de validation pour pouvoir utiliser ça en clinique. Alors, c'est le dernier message que je veux lancer, là. Pas lancer de faux messages aujourd'hui. Alors, merci à tous ceux qui ont participé au projet, à l'accueil du projet, aux agents de recherche, etc.